Bonjour chers parents, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler d'évaluation neuropsychologique chez l'enfant parce que c'est un sujet, en fait, c'est une question qui m'est souvent demandée par les parents. Et comme j'ai passé par là, moi aussi, en tant que parent, mais également en tant qu'enseignante depuis les 20 dernières années dans les milieux scolaires, c'est une question qui m'était énormément posée. Alors, je souhaitais te partager, euh, en fait, de l'information au départ. C'est quoi une évaluation neuropsychologique et comment on doit lire ça comme parent et quelles sont les solutions quand on reçoit ce rapport d'évaluation-là et comment on procède aussi au niveau de l'établissement scolaire de notre enfant. Mais je voulais aussi te partager mon expérience dans le processus parce qu'à travers tout ça, ça reste qu'on est des humains et que notre enfant aussi est humain et ce n'est pas, en fait, ce n'est pas un diagnostic de cancer qu'on reçoit. Alors là, je vais dans les dans les extrêmes, tout ça pour dire que ce n'est pas la fin du monde et qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Cela dit, je souhaitais commencer par te partager mon expérience. En fait, mon garçon qui est présentement âgé de 9 ans va bientôt avoir 10 ans. Donc, j'ai décidé de le faire évaluer à la fin de sa première année du primaire. Généralement, ce qui se dit dans les milieux, c'est plutôt on va attendre la fin de sa deuxième année, on va attendre qu'il ait 8 ans à cause de la maturité du cerveau. Donc, on veut laisser le temps à l'enfant d'avoir une certaine maturité et c'est surtout au niveau du lobe frontal là, que ça se passe. Alors, moi, vu que je baignais déjà dans le milieu et que j'avais déjà des observations depuis qu'il était tout petit, par exemple, quand je parle d'observation, je voyais beaucoup d'irritabilité chez mon garçon. Il était toujours en opposition, beaucoup en provocation également. Il était très, très, très sensible à tout ce qui se passait autour de lui, donc il était facilement envahi par son environnement. Beaucoup d'anxiété également qui l'empêchait de pouvoir avancer ou juste de pouvoir faire une routine, par exemple, le matin. Troubles d'apprentissage, bien sûr, donc difficulté à se concentrer, difficulté à comprendre aussi certaines choses. Et finalement, ce qui m'a vraiment poussée à me diriger vers une évaluation neuropsychologique, c'était les idées noires. Donc, quand ton enfant te dit des choses qui sont en lien, par exemple, avec la mort, tu te dis, ben voyons donc, il passera jamais à l'action. Peut-être qu'à cet âge-là, il passera pas à l'action, mais c'est pas à prendre à la légère parce que peut-être qu'à un moment donné, en vieillissant, ces idées-là vont se concrétiser, puis comme parent, c'est pas là que tu veux en venir et c'est surtout inquiétant, mais également quand il mentionnait ces idées-là, moi, ça me faisait énormément de peine. Alors, ça a parti comme ça. Et là, j'ai dit, c'en est assez. Je vais aller me chercher une évaluation neuropsychologique. Et là, j'ai bien beau avoir tout le bagage comme enseignante, mon bagage d'expérience, mais ça reste que je suis en couple. Donc, mon conjoint, qui est le papa de l'enfant, n'avait pas du tout le même son de cloche que moi. Et ça arrive beaucoup. Souvent, quand les mamans vont me contacter, vont dire, ah ben là, mon chum pense juste qu'on veut le médicamenter puis mettre une étiquette. Bon. Alors, ça aussi, c'est un travail quand même de longue haleine parce que ça demande énormément de communication, mais aussi de connaissance parce que c'est ce qui est véhiculé dans la société, dans les médias, qu'on surévalue les enfants et qu'on surmédicamente les enfants. Et c'est vrai, il y en a beaucoup et ça augmente toujours d'année en année. Donc ça, c'est vrai, mais en théorie, quand tu en arrives à cette décision-là comme parent, c'est parce qu'il y a des choses qui ont été faites au préalable et cette décision-là ne se prend pas en criant ciseaux. Ça implique énormément de choses. Donc, moi, quand on me dit on veut juste étiqueter les enfants, on veut juste les médicamenter, euh, pour avoir vécu le processus, un processus qui est vraiment difficile quand tu rentres dans l'univers de la médication et je pourrais en parler un petit peu plus tard, c'est pas juste de vouloir médicamenter ton enfant.
Et comme parent, quand tu perçois que ton enfant est malheureux, quand tu perçois que ton enfant, des choses de base qui devraient être faciles sont une montagne pour lui, sont un défi, et que là, ça vient changer tout, ça vient débalancer toute l'ambiance familiale et tout le monde s'en ressent parce que ça prend toute la place et que ça teinte, ça teinte l'univers de tout le monde. Mais là, à un moment donné, il y a comme il y a quelque chose à venir apaiser. Alors, je pourrais en reparler là, un petit peu plus tard dans la rencontre parce que je veux vraiment, je pourrais faire un podcast de 3 heures sur les troubles d'apprentissage et les évaluations neuropsychologiques, mais je veux te donner le plus d'informations concises pour que tu puisses cheminer là-dedans et m'envoyer tes questions par le fait même si jamais tu en as là, après la rencontre. Alors, voilà, dans la relation de couple, c'est une histoire de communication, mais aussi de connaissance. Donc, quand on décide de faire évaluer son enfant, la neuropsychologue va te donner des informations. Et là, comme parent, c'est un peu, c'est un peu du chinois. Alors, quand je suis passée par ce processus-là, moi, j'ai lu le livre de Gabor Maté, qui est L'esprit dispersé, en fait, qui ne s'édite plus en français, mais on peut le retrouver en anglais, qui ça s'appelle Scattered Mind. Donc, c'est pas un livre qui est difficile à lire, donc des fois ça peut faire peur un peu quand on tombe justement dans, dans tout ce qui est la compréhension du cerveau, mais ce livre est vraiment facile à lire et pour l'avoir référé à quelques parents, les parents m'ont dit, oh, wow, Stéphanie, merci de cette référence parce qu'on dirait que j'ai enfin compris c'était quoi un TDAH parce que l'esprit dispersé parle surtout du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, une évaluation neuropsychologique, c'est ça. C'est qu'on va aller prendre une photo du cerveau de l'enfant. Alors, chaque partie du cerveau, comment elle fonctionne par rapport à une moyenne. Donc là, il y a des graphiques qui ressortent de ça sur la mémoire de travail, la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, la rétention des informations. Ben, en tout cas, bon, c'est une grande photo. Et là, la neuropsychologue, après avoir fait une série de tests avec l'enfant va produire le rapport qui est la photo de son cerveau. Et c'est un rapport très, très, très détaillé. Et si ça ne coûtait pas aussi cher, je recommanderais à tout le monde de faire cette évaluation-là parce que ça te permet de voir où sont tes forces et où sont tes défis et comment aller travailler ces défis-là. Donc, c'est vraiment génial. Alors, les neuropsychologues font ces évaluations pour déceler, par exemple, le TDAH, dyslexie, dysorthographie. Et sinon, il y a toujours je sais qu'il y a des orthophonistes qui font aussi des évaluations pour déceler la dyslexie, dysorthographie. Et il y a aussi les médecins de famille en remplissant un petit questionnaire de 20 questions. Euh, Comme parent, on en reçoit une copie, l'enseignant en reçoit une copie, et là, il y a des cases à cocher entre euh, jamais, souvent ou très souvent, par exemple. Alors là, on va mentionner un comportement. Comme par exemple, ils vont dire l'enfant, c'est comme, est-ce que l'enfant est assis comme sur des ressorts? Donc là, ici, on voit que l'enfant a de la difficulté à rester en place. Et là, comme parent, il faut aller cocher jamais ou souvent, parfois ou très souvent. Et là, c'est ce petit questionnaire-là de 20 questions. Ensuite, quand ils le mettent dans la machine, selon ce qu'on a coché, le profil va ressortir TDAH, par exemple, ou pas. Tandis que l'évaluation neuropsychologique, ça va vraiment aller évaluer toutes les parties du cerveau pour voir comment elles fonctionnent sur une moyenne. Donc, c'est beaucoup plus poussé comme évaluation. Et ensuite, on a des recommandations à la maison et en classe à mettre en place pour aider l'enfant à cheminer avec ce trouble d'apprentissage-là parce que l'enfant a un trouble d'apprentissage, présente un trouble d'apprentissage, mais il n'est pas son trouble d'apprentissage. Donc, ce n'est pas un TDAH, ce n'est pas un autisme. Alors, il faut faire attention à ce vocabulaire-là parce que c'est pas ça qui définit sa personnalité. Et si, comme parent, tu te retrouves un petit peu là-dedans aussi, sache que ça ne définit pas qui tu es. Par contre, ça peut venir brimer certaines sphères de ta vie, mais ça définit pas qui tu es dans la vie de tous les jours.
Alors, voilà. Le questionnaire que les médecins de famille remettent s'appelle le Conners. Donc, s'il y a des parents qui ont déjà rempli un Conners, c'est comme ça qu'on l'appelle et ça fait des années que ce test-là est remis. Comme enseignante, on me demandait souvent, Stéphanie, est-ce que je devrais faire évaluer mon enfant? Et moi, ce que je répondais à cette question-là quand j'étais en classe, quand j'étais titulaire de classe,